Bon, pour l'instant, le bull run est bloqué. C'est un fait, depuis le début d'année, on n'a pas du tout ce qu'on a envie de voir. Il y en a qui sont persuadés que le bull run est déjà derrière nous. Je fais partie de ceux qui pensent que 2025 restera une très bonne année pour les cryptos. La vérité, et je sais que c'est pas du tout quelque chose que les gens aiment entendre sur internet, c'est que en ce moment, personne n'en sait rien. On est dans une période d'extrême incertitude et tout ce qu'on peut faire, c'est juste des théories et des constatations pour voir où peut aller le marché, mais on est dans une de ces périodes et il y en a, et je pense que c'est important de l'accepter, où on doit juste subir le marché et voir où les choses vont et s'ajuster. Donc je vous ai dit, mes thèses changent pas, je suis toujours bullish pour l'année 2025, je vous ai toujours donné mes thèses bullish, mais c'est vrai que l'une des reproches qui m'est souvent donnée, c'est d'avoir un biais bullish, d'être trop biaisé peut-être pour confirmer mes théories. Donc dans cette vidéo, on va avoir une approche différente. On va regarder ce qui bloque vraiment actuellement dans le bull run, quels sont les vrais signaux bearish et à quel point ils sont dangereux en fonction de la façon dont ils vont se matérialiser ou pas sur l'année 2025. Et vous allez voir qu'on a des choses qui sont très inquiétantes. On va faire un point sur cette situation-là pour voir concrètement quels sont les arguments qui pourraient faire qu'il n'y aura pas de bull run en 2025. Cette vidéo, elle est en binôme avec la vidéo qui sort dimanche, donc le 5 avril, je crois, 6 avril, qui sera la vidéo contraire. En gros, les arguments qui confirment le fait qu'on aura un bull run en 2025. L'idée de ces deux vidéos, c'est d'accepter qu'on n'en sait rien et de juste donner des faits pour et des faits contre et d'essayer de se structurer un avis dans tout ça. Parce que je pense que c'est extrêmement important, en tant qu'investisseur, d'accepter qu'on est dans ces périodes où on peut avoir un avis, mais on n'a aucune vérité et personne n'a aucune vérité. Donc c'est parti, les arguments qui bloquent le bull run et est-ce que c'est vraiment problématique. Juste avant de continuer cette vidéo les potes, je vous rappelle, si vous l'avez pas déjà vu, qu'il y a des super promos chez Ledger, ou si vous achetez une Ledger Flex, qui est pour moi la meilleure Ledger, objectivement, ça sert à rien d'avoir la Stax, et la Nano S, Nano X commence un petit peu à être vieux, vous recevez 70$ en Bitcoin. Donc en vrai, si vous n'avez pas de Ledger, je pense que c'est vraiment le bon moment. Protégez-vous avec des codes wallet, que ça soit Ledger ou pas. Personnellement, je vous conseille Ledger, j'ai fait tout un podcast sur la sécurité si vous voulez voir pourquoi. Que ça soit avec mon lien ou pas, c'est pas la question, mais prenez-vous une Ledger, vraiment, avec tout ce qui se passe sur les exchanges, c'est le meilleur investissement crypto que vous pouvez faire, honnêtement. La promo, elle est valable jusqu'au jeudi 3, 23h59. Si vous comptez le faire, vous pouvez utiliser le lien dans la description, où je vais toucher une petite commission. Et si jamais la Flex est un petit peu chère, ce que je comprends, vous avez 40 USD offerts si vous achetez une Nano X ou une Nano S. La Nano X est très bonne. Let's go, on y va. Le premier argument, c'est les fameux tarifs. On en parle depuis un moment, Donald Trump qui veut mettre les tarifs au Mexique, en Chine et au Canada. Le 2 avril, donc dans quelques heures, on va être fixé sur le fameux Liberation Day où Donald Trump va arriver en expliquant concrètement comment les tarifs vont être appliqués. La vérité, c'est que les marchés financiers, c'est que de la réaction aux attentes. C'est pas forcément l'impact concret que vont avoir les tarifs, c'est est-ce que, en fonction de l'anticipation, on est plus grave ou moins grave que ce qu'on croyait. C'est ça qu'on va vraiment voir le 2 avril. Ce qui est bullish pour le coup, c'est le fait que les tarifs étaient très violents. Donc, au pire, les tarifs sont comme ils ont été annoncés, et je pense pas qu'on ait un énorme impact sur le marché. On aura peut-être une petite correction, mais le marché va se rendre compte très vite que ça n'a pas tant d'effet que ça, parce qu'historiquement, les tarifs n'ont pas tant d'impact sur l'inflation, et au mieux, on est au-dessus des attentes. Ça veut dire qu'on a des tarifs qui sont un petit peu plus flexibles que ce qu'on croyait, et ça, c'est extrêmement intéressant pour les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est que de la réaction aux attentes, et Trump l'a dit lui-même que apparemment, les tarifs pourraient être un petit peu plus conservateurs, un petit peu plus flexibles que les taxes que les autres pays ont mis aux États-Unis ces dernières années. Et est-ce que ça va conditionner beaucoup de choses ? Je pense quand même que oui. Le premier argument qui nous bloque un petit peu ce bull run, c'est l'ensemble des conditions macro actuelles. Ici, vous avez un graphique que j'ai fait sur les conditions des emprunteurs américains. Les Américains, donc c'est très représentant de l'économie, ne mettent plus que 4% de leur salaire de côté. C'est extrêmement bas et forcément, ça empêche l'investissement. Regardez les niveaux qu'on avait en 2020-2021, on était à 30, 32%, 25%. Pareil pour la plupart des dettes dans le salaire, on était à 9% en 2021, actuellement on est autour des 11%. C'est logique parce que forcément si les dettes prennent plus de place dans les dépenses des Américains, ils peuvent moins épargner. Mais regardez en 2021, le cycle avait été complètement boosté par la planche à billets, par la facilité d'accès à la liquidité, au crédit. L'argent s'est mis à pleuvoir, ça a fait exploser le taux d'épargne et le taux de dette est tombé entre 9,5 et 10%. Donc c'est une structure parfaite et c'est ça qui a vraiment dopé l'économie. Mais actuellement, on n'est pas du tout dans une situation comme celle-là. On est dans une situation où les Américains gardent de côté de moins en moins. On a eu un petit rebond. C'est quelque chose que je vais vraiment surveiller parce que clairement, quand tu as 4% de ton salaire que tu peux mettre de côté, si tu l'investis, tu n'investis pas dans des altcoins, tu l'investis dans des trucs beaucoup plus safe. Et tout ça, ça rentre dans ma théorie dont je vous ai déjà parlé, que je trouve qu'on sous-interprète l'impact des taux d'intérêt, surtout sur les altcoins. On sait tous qu'une baisse des taux d'intérêt, oui, c'est bon pour l'investissement, ok, cool, il y a plus de crédit, mais je pense que il faudrait que je fasse des recherches d'ailleurs, que c'est décuplé de manière vraiment abusée pour les actifs à risque. Parce que ça débloque un peu le ruisseau là qui reste bloqué tout en haut de la cascade parce que les gens n'ont pas envie de prendre trop de risques.
Donc encore une fois, ça rentre dans ma théorie que on doit attendre une fucking baisse des taux et que ce bon vieux Jérôme Powell nous tient tous par les coronesses. Autre fait assez inquiétant, c'est le découvert qui a atteint encore un record historique avec plus de 1,3 trillion de dollars de découvert sur les comptes des gens. En même temps, le taux de défaut, donc la part de crédits qui sont pas remboursés, est passé de 7,5 à peu près à plus de 11%. Donc ça pose un vrai souci parce qu'on emprunte de plus en plus et on rembourse de moins en moins. Et est-ce que ça vous rappelle rien? Je pense que si, sauf que cette fois, c'est pas Margot Robbie dans un bain avec une bouteille de champagne qui vous l'explique, c'est ce bon vieux Irilet. Ah désolé les mecs, c'est le bear market, faut faire avec ce qu'on a. Donc on est dans une situation compliquée au niveau des crédits. On est en train de rentrer dans une nouvelle sphère du cycle à long terme de l'économie, qui est la sphère où on a une dette qui est en train d'exploser et on a une économie qui est entièrement gérée par la dette. Je prépare une grosse vidéo sur la dette parce que c'est extrêmement important. Et c'est clairement ce genre de structure qui peut nous faire rentrer en récession. Si Trump met en place ses taxes douanières, les prix vont monter, comme le pouvoir d'achat, donc on aura plus d'endettement, on aura encore plus de défauts, on aura encore plus de dettes. Et actuellement, les conditions d'emprunt, elles sont bonnes pour personne, que ça soit le père de famille, au gouvernement, peu importe, c'est une galère d'emprunter. Et ceux qui ont déjà des emprunts ont du mal à les payer. Ça veut dire qu'après la paye, la plupart des gens, ils ont de moins en moins de ressources à allouer sur des investissements risqués. Et pour le coup, dans une économie comme celle-là, les altcoins, je trouve, se débrouillent pas trop mal. Regardez, ça c'est la charte qu'on a fait, où on voit que Bitcoin représente 66% du market cap total des cryptos, d'accord? Dans le poids du bateau, Bitcoin c'est 66%. Le top 2, Bitcoin Ether, c'est 75%. Le top 5, c'est 84%. Le top 10, c'est 90%. Le top 20, c'est 92%. Donc en gros, tout ce qui va être au-dessus du top 20, c'est genre microscopique, c'est un grain de sable déjà dans l'économie des cryptos, donc encore plus dans l'économie des altcoins. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la tête dans nos altcoins, mais dans la descente de liquidité, ils sont tout au fond des low cap. Et ce qui est quand même intéressant, c'est la charte que je vous avais déjà montrée. Là, vous avez le Russell, c'est-à-dire l'indice des low cap de stocks, d'actions américaines, qui est beaucoup plus gros que la charte bleue, le marché des altcoins, et pourtant c'est la même charte. Et ça montre à quel point le marché des cryptos et même le marché des altcoins est dépendant de la macro et de la situation. On n'est pas dans un monde à part, on est juste, surtout pour les altcoins, les tout derniers à bénéficier des montées. Et donc dans une économie qui est un peu bloquée, qui est un peu grippée comme ça, on peut pas avoir de liquidité pour l'instant. Autre indicateur assez inquiétant. Alors, petite parenthèse, mais cette vidéo peut être un peu anxiogène juste parce que je vous donne les indicateurs bearish, d'accord? On peut très bien sortir de cette vidéo en se disant ça y est, c'est fini, on est en récession. Couplez cette vidéo avec la vidéo qui sort dimanche, d'accord? L'idée, c'est que vous ayez ces deux vidéos-là, les arguments bearish dans une vidéo, les arguments bullish dans une vidéo, et que vous puissiez vous faire votre propre avis avec tous les arguments-là, d'accord? Pas de panique, tout va bien se passer. Un autre argument, c'est que le marché US est extrêmement surévalué. Ici, vous avez le Buffett Indicator, qui représente le market cap total de toutes les entreprises tradables d'un pays, qu'on va diviser par le PIB. En gros, ça nous montre si le marché des actions est sous-évalué ou surévalué ou normal. Et là, on le voit qu'on a un Buffett Indicator qui est passé au-dessus des 200% du PIB. C'est largement plus haut, regardez ça, que la bulle internet qui avait suivi un énorme crash. Ici, on a un graphique un peu similaire, mais qui est uniquement pour les entreprises hors finance. Donc en gros, qui va mesurer à quel point l'économie productive est évaluée, surévaluée, sous-évaluée. Et on le voit qu'elle est beaucoup plus haute que par exemple la bulle d'Internet des années 2000. Donc, théoriquement, on pourrait être dans une sorte de méga bulle qui finira un jour ou l'autre par exploser, mais il faut quand même garder en compte une chose qui est extrêmement différente de cette situation, etc. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'économie de la dette. On est dans une économie gérée par la dette. On peut exploser le plafond et imprimer. Donc concrètement, ça ne peut pas durer éternellement, mais par contre, ça peut durer des années encore. Parce qu'on peut réussir à boucher le trou, à mettre un petit peu de scotch pour réussir à continuer. Et je pense justement que 2025, même 2026, peut théoriquement encore échapper à cette potentielle récession et qu'on pourra avoir le temps de prendre des profits et d'avoir les cryptos qui montent. Ça fait un moment qu'on en parle, je vais sécuriser mes mises de départ, je vais prendre des profits par palier parce qu'on est dans une sorte de menace économique qui plane sur ce cycle, s'il arrive, évidemment. Ici, on a l'indice de price earning du S&P 500. Donc en gros, c'est le prix de l'action par rapport au bénéfice par action. On voit que le marché est à un all-time high de surévaluation. En général, le marché il est surévalué quand il est au-dessus de 20. Là, on est sur des niveaux à 25, 26. Ça veut dire que théoriquement, le marché surestime énormément sa capacité à produire de la valeur. Et du coup, ça accentue l'incertitude. Parce que les gens voient ça. Ils se disent, putain, il y a peut-être une bulle là qui plane. Il y a une bulle et en plus, on a des mauvaises nouvelles. Donc il y a encore plus de danger. Et ça crée encore plus d'incertitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une sorte de cercle vicieux. Et ça se voit ici,
avec l'indice d'incertitude en hausse, la ligne rouge là, qui a des niveaux extrêmement hauts. En gros, c'est l'écart, le spread entre ce qu'on appelle les junk credits, c'est-à-dire les obligations, les dettes qui sont émises par des petites entreprises, donc ont des pourcentages de rendement un petit peu plus hauts parce qu'elles sont un petit peu plus risquées, et les bons du trésor classique. Et plus le spread est haut, plus ça veut dire qu'on demande une prime de risque beaucoup plus importante pour avoir des obligations risquées. On dit ok, je veux bien t'aider à financer ta dette, par contre l'économie est vraiment dégueu, donc je vais demander plus de rendement parce que j'ai une menace qui plane en plus du fait que tu sois une petite entreprise. Donc ici on le voit en rouge, on a l'incertitude qui est en train d'exploser. Par contre, la ligne blanche qui est le fameux spread, elle n'est pas à des niveaux comme à la crise du Covid ou même comme en 2008. Et encore une fois, il y a deux façons de voir les choses. La version bullish, il y a un max d'incertitude, mais la majeure partie des investisseurs ne perçoivent pas de risque immédiat de défaut massif sur les obligations à haut rendement, donc en gros de faillite sur les entreprises. Et après derrière on a la version bearish. Une des corrélations aussi importantes que ça, la ligne rouge par rapport à la ligne blanche, ça pourrait montrer qu'on arrive pas loin d'une bulle. Et que le marché, il le voit pas. Il fait l'autruche et il continue de dire que c'est pas grave, la valorisation elle est justifiée, on se cache un peu derrière la M2, derrière la liquidité, derrière la dette, etc. Et le retour de bâton pourrait être très très violent. Si les spreads s'élargissent d'un coup, le marché va revenir sur terre. Donc avec tout ce que fait Trump, avec les politiques monétaires, avec la capacité d'épargne, avec la surévaluation du marché, ça a forcément directement un rendement sur les investissements à risque. Les gens sont de plus en plus inquiets qu'on ait quelque chose qui se passe. J'ai l'impression qu'on a une énorme anticipation, ça fait 2 ans à peu près, de cette fameuse récession qui n'en est pas tant une. En fait, c'est aussi dû au fait qu'à cause de la dette, en grande partie, le marché est très différent et qu'on doit évoluer dans un marché drivé par la dette où certains ratios sont un petit peu, voire complètement biaisés par ça. Mais encore une fois, quand on regarde ça, le marché des altcoins se comporte comme le marché des low cap. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher une baisse des taux qui pourrait permettre aux gens d'avoir un petit peu plus d'argent à investir ou à mettre de côté, qui permettrait de rembourser les découverts et de reprendre un cycle qui est normal. C'est des datas qui sont objectivement inquiétantes. C'est pas des fausses data bearish que j'ai inventées pour vous dire non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Et c'est vraiment des choses que je vais suivre et qui vont être vraiment très très importantes. On est dans un cycle qui n'a pas du tout la même tête que 2021. Les conditions sont beaucoup plus rudes, il y a moins de liquidité. Et donc les gens, ils galèrent à emprunter, ils galèrent à rembourser leurs dettes. Ils ont moins de cash, ils ont plus d'obligations et on a des signes de croissance artificielle, de marché qui est un petit peu différent. Et donc, ça se ressent, le marché action, il a du mal, le marché crypto, il a du mal, et personne n'en sait rien, on peut simplement faire des conclusions et attendre que la Fed commence à se bouger. Mais malgré tous ces arguments, je reste bullish pour 2025 et je vais essayer de vous montrer pourquoi dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si c'est possible, et je dis bien si c'est possible. J'aimerais que cet espace commentaire, spécialement dans cette vidéo, soit réservé aux thèses et aux notions factuelles, d'accord ? En ce moment, c'est pas la joie dans les espaces commentaires et sur les réseaux, on reproche un peu à tout le monde de pas avoir vu ce que personne n'a vu venir, bref. J'aimerais qu'on arrive à créer une sorte de réflexion collective dans les commentaires là, pour voir un petit peu ce que vous pensez de ces arguments. Est-ce que vous avez d'autres arguments à apporter, bearish, bullish, et si possible, dans cet espace commentaire, je sais que c'est le chaos la plupart du temps, mais je vous demanderai vraiment de respecter toutes les thèses et de donner votre avis honnête sur la façon dont les choses vont se passer. Ça va vraiment permettre de filtrer et dans le chaos, dans le bruit qu'on a actuellement sur les réseaux, de créer une zone assez safe avec les thèses de tout le monde. Merci beaucoup, c'était Yeril. On se voit dimanche pour la deuxième partie de cette vidéo-là qui sera sur les arguments bullish. Si c'est pas fait, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et je vous rappelle que c'est un bon moment pour prendre une ledger parce qu'il y a des belles promos, que ça soit avec mon lien ou pas avec mon lien, peu importe, mais prenez une ledger les mecs. Avec tout ce qu'on voit, c'est la manière la plus débile de rater son bull run, c'est de pas en avoir une, sincèrement.